Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai eu une idée de vidéo et je me suis creusé la tête toute la matinée pour avoir une idée qui est vraiment intéressante. Et ça m'est apparu là alors que j'étais en train de feuilleter sur Amazon, comme je vous ai expliqué, les premières pages de certains auteurs, et où je trouvais ça tellement impersonnel que je me suis dit, c'était une remarque que j'avais faite par rapport à Funkinos, que ça pourrait être écrit par ChatGPT. Donc je me suis dit, ça pourrait être intéressant de faire une analyse, comparative, donc comparer l'Incipit, les premières pages de certains auteurs de grands noms de la littérature française, et de comparer avec une version de ChatGPT, et de voir en fait, est-ce qu'un texte, est-ce qu'une intelligence artificielle peut écrire comme tels auteurs. Donc pour commencer, on va faire avec Guillaume Musso, qui est un des auteurs qui vend le plus de livres de nos jours, et j'ai commencé donc à voir avec ChatGPT comment voir son texte, comment est-ce qu'il est possible d'écrire comme Guillaume Musso grâce à ChatGPT. Donc pour commencer, je vais d'abord vous lire l'extrait de Guillaume Musso, qui est c'est le livre L'inconnu de la Seine. Je crois que c'est un qui est un peu polar, un peu roman policier. Donc on va lire les 2 ou 3 premières pages, et on va voir après ce que peut nous proposer ChatGPT dans le même genre. Chapitre 1. La tour de l'horloge. Paris. Cette fois, vous nous avez tous mis en danger. Roxane. La brigade, vos collègues, moi. La voiture banalisée venait de quitter l'avenue de la Grande Armée pour s'engager sur la place de l'Étoile. Le commandant Sorbier desserrait les dents pour la première fois depuis qu'il avait quitté Nanterre. Les doigts crispés autour du volant, le flic continua ses reproches d'une voix lugubre. Dans le contexte actuel, si la presse apprend ce que vous avez fait, même le commissaire Charbonnel risque de sauter. Assis à côté de lui, Roxane Monchrétien gardait le silence, le regard tourné vers la vitre striée de gouttelettes. Sous un ciel bas et gris, Paris était sinistre, enchaînant les jours sans lumière depuis le début du mois. L'humidité avait contaminé tout l'habitacle. Le flic se pencha pour pousser à fond le désembuage et plissa les yeux. La masse lourde et fantomatique de l'Arc de Triomphe peinait à se détacher derrière le rideau de pluie. Par capillarité, la tristesse du décor lui fit penser à ce samedi de manifestation où la frange la plus violente des Gilets jaunes avait saccagé l'édifice parisien. On voit déjà que c'est une littérature encore une fois macroniste. Hein. Faut se dire, les plus grandes ventes en fait, c'est donc des gens qui sont positionnés dans la classe supérieure, donc ils vont jamais aller à l'encontre du pouvoir. Et donc ils ont peur que leurs privilèges soient remis en question, donc des mouvements comme les Gilets jaunes ont visiblement l'air de les inquiéter. La scène d'insurrection avait fait le tour du monde, cristallisant l'atmosphère délétère qui empoisonnait le pays. Et oui, franchement, le temps de toxicité, franchement, les Français, ils font que râler. Depuis, les choses ne s'étaient vraiment pas améliorées. Bref, vous nous mettez tous dans la merde, termina Sorbier en rétrogradant pour emprunter l'avenue Marceau. Bon, donc on voit les premières lignes de ce texte. Ce qu'on remarque, c'est que il est important apparemment pour Musso d'essayer de cadrer, que le paysage, l'ambiance, soit vraiment raccord avec l'intériorité de son personnage qui est en train de se faire engueuler. Donc c'est écrit, c'est moche, il pleut, voilà, donc il a voulu jouer sur ça, sauf que c'est tellement souligné que même à un moment donné, j'ai cru que c'était ce qu'il allait dire. Quand il dit par capillarité, la tristesse du décor lui fit penser. Donc là, il parle des gilets jaunes. Je m'y attendais pas, donc on peut dire bravo, Musso, je m'attendais pas à la suite de ta phrase, mais je pensais qu'il allait parler de son état d'esprit qui était raccord avec l'extérieur, avec le temps, le mauvais temps, le temps maussade. Voilà. Bon, pour les gilets jaunes, c'était inespéré, j'ai envie de dire. Donc, est-ce que ChatGPT peut écrire ça? Est-ce qu'il est possible pour ChatGPT d'écrire une scène comme ça de tension entre, c'est ce que je vais écrire, écris-moi une scène de tension pour le début d'un roman policier. Donc ça se passe où? Une discussion dans une voiture entre le chef de police et sa comment on dit, contraire de supérieur, sa subordonnée. Il l'engueule et dehors il pleut. Alors voyons ce que va nous proposer ChatGPT. La pluie s'abattait impitoyablement sur le pare-brise de la voiture de police, formant des rivières dégoulinantes le long des vitres. Donc déjà le truc des vitres striées, ça apparaissait.
À l'intérieur du véhicule, le chef de police, le visage ombragé par la colère, jetait des regards acérés à sa subordonnée, l'inspecteur Turner, qui tentait de garder son calme malgré l'orage qui grondait à l'intérieur et à l'extérieur de la voiture. « Turner, c'est quoi ce bordel ?» cracha le chef de police, son ton sévère résonnant dans l'étroitesse de l'habitacle. La jeune inspectrice serra les poings, sentant la tension monter. « Chef, on fait de notre mieux sur cette affaire, les ressources sont limitées et l'équipe est sous pression. » Le chef grogna insatisfait. « De votre mieux ? C'est une blague, Turner. On a un meurtrier en liberté, et votre équipe semble incapable de mettre la main sur lui. » « Nous avons des indices, des pistes, mais ça prend du temps, répliqua Turner, essayant de défendre le travail de son équipe. Donc là, on voit que Turner est un peu plus vindicatif que Charlotte ou Roxane. Moi, je trouve que les premières lignes, quand même, sont bien ressemblantes. Je trouve qu'on est à peu près dans la même ambiance. On pourrait dire, d'accord, ajoute la même chose, plus quelques considérations sur les gilets jaunes. On va voir si... ajoute quelques considérations sur le mouvement des gilets jaunes. Donc on va voir si ChatGPT est de droite comme un musso. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit ? Le chef de police fixa l'inspectrice Turner avec une intensité renouvelée. Oula, il est très inspiré, ChatGPT là. Son regard sévère maintenant teinté d'une lueur de frustration supplémentaire. Turner, vous avez besoin de comprendre que la pression est encore plus forte avec ce foutu mouvement des gilets jaunes. Waouh! Putain, franchement, les médias sont à l'affût, la population est nerveuse. On ne peut pas se permettre d'avoir une affaire non résolue en plus de tout ça. Turner hocha la tête, consciente de l'impact du mouvement social sur le climat général de la ville. Chef, le mouvement des gilets jaunes complique nos opérations. Les manifestations perturbent le travail des enquêteurs et les ressources sont encore plus étirées. Le chef de police soupira agacé. Je n'ai pas besoin d'excuses, Turner. Les manifestations sont un problème pour tout le monde, mais ça ne justifie pas l'inefficacité. Les citoyens veulent des résultats, surtout en ces temps trop. Là, on est franchement pas mal, je trouve. Ce qu'on remarque, c'est qu'il y a un peu plus de dialogue, mais sinon, franchement, moi, je trouve que il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose de très mussautien là-dedans. Je trouve qu'on peut vraiment comparer les deux. La voiture continuait sa route sous la pluie battante, les gouttes s'écrasent comme des éclats de verre sur le toit métallique. Même j'ai envie de dire que ChatGPT essaye presque plus d'être poétique que Musso. Maintenant, moi j'ai envie de dire, on va essayer avec un autre auteur. Donc je ne sais pas, au hasard, Melissa d'Acosta, dont j'ai parlé la semaine dernière. Les lendemains, on va lire les premières lignes de Melissa d'Acosta, pour voir si c'est reproductible. Chapitre 1. La serrure rouillée cède difficilement. L'homme est obligé de forcer, de retirer la clé et d'essayer encore. Ici aussi, il fait terriblement chaud. Pas aussi chaud qu'en ville ou qu'en plaine, mais tout de même. La température avoisine les 30 degrés. L'homme souffle, semble réfléchir une seconde, puis donne un léger coup d'épaule contre le bois de la porte, en même temps que la clé tourne. Un déclic. Le lourd panneau de bois à la pâture écaillée cède et bascule vers l'intérieur, vers l'obscurité, la fraîcheur. La maison n'a pas dû être ouverte depuis des mois, une légère odeur rancie flotte, mais l'impression désagréable est balayée par la fraîcheur qui y règne. 22 degrés. On sent elle a un thermomètre sur elle pour vérifier. J'ai le temps d'estimer la température intérieure. Donc une estimation très précise quand même, j'ai envie de dire. Pas plus. Parfait. J'entends l'homme qui s'active à côté de moi, pose sur le sol sa pochette professionnelle en simili-cuir. Des clés teintes, il les range dans sa poche de pantalon. Je cherche l'interrupteur, précise-t-il. Donc, j'ai pas lu le truc, mais on va dire que c'est quelqu'un qui va visiter une maison pour la première fois. Alors, fais-moi un incipit dans lequel une femme visite une maison pour la première fois. Il fait chaud dehors et frais dedans. Le soleil du début d'après-midi baignait la petite ville d'une chaleur estivale, transformant l'asphalte en une vague... va pas si vite là. En une vague ondulante de chaleur. Julia avait parcouru des kilomètres pour arriver dans la vieille demeure au charme suranné qu'elle contemplait maintenant. La clé froide dans sa main, elle ouvrit la porte grinçante et pénétra dans la fraîcheur bienvenue de la maison. Un soupir involontaire de soulagement s'échappa de ses lèvres alors que l'air frais enveloppait son corps. Donc on voit quand même que ChatGPT est plus vague, on va dire, sur la scène, c'est-à-dire qu'elle était vraiment concentrée sur le moment où la personne est devant la porte et qu'elle va ouvrir, alors que ChatGPT essaye d'installer un cadre avec des petites descriptions un peu plus décentrées, on va dire. Le contraste avec la fournaise extérieure était saisissant, créant une atmosphère presque magique à l'intérieur de la demeure ancienne. En plus, il exagère un peu plus, là on voit que ChatGPT il essaye d'être un peu plus hyperbolique que Melissa d'Acosta ne l'est. Les planchers de bois craquaient sous ses pas, témoignant de nombreuses années qui s'étaient écoulées depuis que cette maison avait été construite. Mais moi je trouve que ça pourrait... On sent qu'en tout cas l'ambiance peut être comparable, donc c'est pas trop mal. Si j'étais lui,
Enfin, si j'étais quelqu'un qui voulait écrire un livre comme Melissa d'Acosta avec ChatGPT, j'essaierais juste de le recentrer un peu plus peut-être sur les sensations du corps de la personne, plutôt que sur la description physique des lieux. Mais c'est pas trop mal, je trouve. On va essayer un peu plus dur, on va voir Delacour. Allez, notre cher ami Delacour. Pour, par exemple, la liste de mes envies, qui est son best-seller, je crois. Alors, Delacour, ça va être plus compliqué, je pense, parce que un peu comme Funkinos, il aime bien utiliser les aphorismes, et ça, c'est pas quelque chose dans lequel ChatGPT est très à l'aise, il me semble. On se ment toujours. Je sais bien, par exemple, je sais pas pourquoi, à chaque fois que je lis Delacour, j'ai envie d'avoir une voix un peu comme dans une pub traînante, soi-disant, un peu comme une femme romantique abandonnée par son amant, un peu comme. On se ment toujours. Je sais bien par exemple que je ne suis pas jolie. Je n'ai pas des yeux bleus dans lesquels les hommes se contemplent, dans lesquels ils ont envie de se noyer pour qu'on plonge les sauver. Je n'ai pas la taille mannequin. Je suis du genre pulpeuse, enrobée même, du genre qui occupe une place et demie. J'ai un corps dont les bras d'un homme de taille moyenne ne peuvent pas tout à fait faire le tour. Je n'ai pas la grâce de celle à qui l'on murmure de longues phrases avec des soupirs en guise de ponctuation. Non, j'appelle plutôt la phrase courte, la forme brutale, l'os du désir sans la couenne, sans le gras confortable. Je sais tout ça. Ok, donc, un début dans lequel une femme qui se trouve laide se décrit d'une manière, j'ai envie de dire, d'une manière poétique, dans un sens. Devant le miroir, je me regarde avec une honnêteté poignante. Mes yeux, d'un bleu profond, donc le bleu revient, semblent refermer des secrets indicibles, des reflets de mélancolie capturés dans chaque iris. Ma chevelure au burn, sauvage et insoumise, forme des vagues indisciplinées autour de mon visage. On a dit que c'était des défauts, pourquoi ils sont en train de nous décrire? Il a pas compris, ChatGPT. J'examine mon nez, ni trop fin, ni trop défini, mais porteur de l'histoire silencieuse de mes jours. Je trouve que c'est presque mieux que Delacour, quoi. Mes doigts effleurent doucement la surface de ma peau, reconnaissant les cicatrices discrètes qui marquent mes années. Mon sourire, timide et réservé, semble capturer la tristesse d'une fleur délicate, en éclosion dans le jardin secret de mon âme. Lui était plutôt en train d'insister sur l'aspect, la dichotomie des hommes qui voient en notre héroïne un personnage pour assouvir leurs pulsions, et elle, ce corps qu'elle voit, ce qui lui renvoie, donc un cap, en fait, un creux entre les deux, quoi, on a l'impression qu'il y a une inadéquation entre ce qu'elle perçoit et ce que les autres perçoivent, alors que là, on a l'impression que, même si le ton est un peu le même, que les défauts, j'ai pas l'impression que ce soit vraiment des défauts, que c'est plus des défauts qui font son charme, donc le texte, le message du texte n'est pas tout à fait le même, mais je trouve que ça peut être quand même assez ressemblant en termes de poésie un peu poussiéreuse, un peu facile, quoi. Après, si par exemple on lui demande de nous écrire « écris-moi un texte comme Nicolas Mathieu », je crois que quand il fait ça, quand on lui demande ça, il est beaucoup plus faible. Dans l'ombre des usines, là où la fumée danse avec la misère, les âmes épuisées s'efforcent de survivre à chaque battement de l'horloge. Attends. Donc déjà c'est très caricatural, parce que de suite Nicolas Mathieu, roman social, allez les usines. Alors que souvent, l'ouvrier en lui-même n'est pas le personnage central de Nicolas Mathieu. Ça va être plutôt un personnage secondaire, le père, ou quelque chose comme ça. C'est une petite ville oubliée, encastrée entre les côtes acérées de l'industrialisation et les rêves brisés qui jonchent les pavés usés. Il y a quelque chose quand même un peu aussi qui pourrait y ressembler, mais sauf que Nicolas Mathieu, je crois pas, ne va pas dire de suite industrialisation comme ça, il va essayer un peu plus de justement décrire qu'est-ce que la désindustrialisation, plus plutôt que l'industrialisation, et montrer comment, enfin la mettre en scène plutôt qu'employer ce genre de thème. Mais je trouve que ça y ressemble un petit peu quand justement il fait des descriptions physiques, enfin pas physiques mais des descriptions de paysages, ce côté un peu Illusion perdue, retour désabusé à la réalité. les endroits dont il parle, que ce soit en Alsace, enfin dans la grande diagonale du vide, je crois qu'on appelle. Enfin, dans ce coin perdu, les destins s'entrelacent, s'effritent et se perdent comme des pages de journaux froissés sous le poids des années. Moi je trouve franchement ça y ressemble un peu. Je veux pas être... C'est un peu vexant, mais je trouve que certaines phrases de Nicolas Mathieu sonnent justement un peu comme ça. Les rues sont le théâtre silencieux, enfin, comme des grandes sentences un peu lourdes, quoi. Les rues sont le théâtre silencieux d'une lutte quotidienne où la pluie tombe en larmes impuissantes sur les façades décrépites. Quand même pas à ce point-là, là, non.
Les néons vacillent, peinant à éclairer les visages fatigués qui passent dans l'obscurité d'une vie sans promesse. Les bars usés servent de refuge où la mélodie désespérée d'une chanson de blues se mêle au murmure. Là pareil, le blues, non. Ce murmure des conversations étouffées par les secrets. Donc, en gros, on a l'impression que ça pourrait être presque un résumé, la quatrième de couverture qui apparaîtrait sur un livre de Nicolas Mathieu. Il y a quelque chose qui peut y ressembler, mais c'est quand même caricatural. Je sais pas, on n'a qu'à essayer Bégodeau par exemple. Au lycée, et de suite ça nous installe le cadre, là où les pupitres défraîchis se transforment en scène de vie quotidienne, c'est pas du tout, déjà c'est pas du tout son style. Les adolescents s'agglutinent dans la cour comme des fourmis agitées. Non, mais là par contre, ChatGPT il se plante totalement quoi. Les conversations fusent, des flots de paroles éphémères qui se perdent dans l'air électrique portant des promesses et des incertitudes. Je sais pas si vous avez déjà lu Entre les murs, mais c'est pas du tout comme ça que c'est fait, c'est beaucoup plus déstructuré, on n'est pas sûr de d'où... Enfin, il y a parfois une sorte de polyphonie avec des dialogues où on ne sait pas qui parle et ce genre de choses, donc le lecteur, comme souvent avec Bégodeau, ne sait pas tout à fait où il l'emmène, et donc il n'y a pas ce genre de description très classique sur la cour par exemple. Enfin, il me semble que le début d'Entre les murs, c'est le prof, donc Bégodeau, qui reçoit son emploi du temps, et donc c'est une langue très, justement très administrative, j'ai envie de dire, qui nous met vraiment dans la peau de quelqu'un qui reçoit son emploi du temps, et qu'est-ce que c'est la vie d'un prof, comment sa journée va se découper, même s'il ne le dit pas, mais en gros on voit que ça a quelque chose de très désincarné quoi. Alors que là, il y a quelque chose d'un peu plus rétro, j'ai envie de dire, dans la manière de faire, avec la cour, un côté image d'Épinal, un peu de la cour de récré, les bruits et tout ça, et ce qui n'est pas le cas quoi. Enfin, Bégodeau montre vraiment le côté, c'est de suite sur l'équipe, sur le principal qui fait le tour de l'équipe de travail, et donc on a ce côté presque managérial du savoir quoi. Donc, alors que là, dans ce que je vois, on va presque parler de l'odeur de la craie et des marelles et de ce genre de choses quoi. Moi je sais pas, comme Genada, je mets, mais en même temps je pense que vous ne verrez pas vraiment mais Genada par exemple se spécialise vraiment dans la digression, donc il y a beaucoup de parenthèses, on sent que les idées fusent et qu'il a du mal à... Enfin, moi je trouve que c'est une qualité, non, mais à rester sur une idée principale, donc ça passe du coq à l'âne, et il essaye de structurer ça comme il peut avec des doubles parenthèses, des triples parenthèses. Et donc, si on était une intelligence artificielle et qu'on voulait imiter, même de manière grossière, son style, on mettrait beaucoup de parenthèses. Donc là je vais vous dire, il n'y a aucune parenthèse. C'est quelque chose que j'avais remarqué en fait, quand c'est des livres, des auteurs que j'ai pas mal lus et que je connais certains signes reconnaissables de la réécriture, je vois à quel point le ChatGPT se plante. Mais là j'ai envie de dire que pour les auteurs comme Musso ou comme Melissa d'Acosta, ils ne se plantent pas tant que ça. Donc est-ce que ça veut dire que ces gens écrivent comme des robots? Au beau milieu de cette sinistre nuit, alors que l'ombre d'une histoire s'apprête à se dévoiler, je me plonge dans les méandres d'une affaire qui, comme un bon cru, a pris le temps... Déjà, il parle pas de vin, il parle plutôt de whisky, Genada. A pris le temps de se bonifier avec le temps. Assis à ma vieille machine à écrire... Assis à ma vieille machine à écrire, c'est pas très français, chat. Je m'apprête à dénouer les fils d'un récit hors du commun, aussi complexe qu'un puzzle sans image guide. Ok. L'encre de mes phrases s'étale sur le papier, cherchant à capturer la vérité derrière les voiles d'une énigme qui a résisté aux assauts du temps et de l'oubli. Ce que je trouve intéressant par contre, c'est qu'à chaque fois, il arrive à cerner les thèmes de prédilection des auteurs. Même si je pense que Bégodeau n'écrit plus sur le lycée, mais c'est quand même une des raisons pour lesquelles on le connaît, puisque son livre, ça a été certainement le plus vendu, c'est celui qui a gagné après un prix à Cannes et tout. Nicolas Mathieu, ça va être les zones désindustrialisées. Genada, c'est de suite le fait divers. Donc sur ça, ça peut être intéressant de voir quand même ce genre de choses. Après, le narrateur, c'est moi un détective en herbe, jamais il va dire ça, Genada. Enfin, c'est mis en scène, mais il va pas surligner les choses comme ça. S'il prend justement le temps de parler de pourquoi il est tombé sur telle affaire, il va décrire justement qui il a rencontré, qui l'a amené à parler de ci et de ça, et de tatati et tatata. Mais souvent, il me semble que dans ces livres qui parlent de faits divers, il va embrayer de suite sur le fait divers, quoi. Il va pas parler de lui, ou alors à certains moments dans le texte, mais le livre ne va pas commenter sur ça. Donc voilà, je trouve que c'était assez intéressant de faire ça, de voir, est-ce que finalement on a envie de dire, est-ce que ChatGPT ne peut pas nous aider à voir qu'est-ce que la littérature, qu'est-ce que la bonne littérature, et à faire le tri entre ceux qui ont un point de vue intéressant, ou en tout cas personnel et pas impersonnel sur le monde. C'est un pas que je ne franchirai peut-être pas, mais vous, peut-être que vous allez le faire. Je vous remercie de m'avoir regardé, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire et à me proposer d'autres livres, d'autres auteurs qu'on pourrait voir
ChatGPTiser ensemble. Je vous remercie de m'avoir regardé et je vous dis à très bientôt.